Seigneur Dieu, Marie-Joseph. Bonjour. Ah, attendez, je mets le petit bidule. Je me suis jetée sur mon micro quand j'ai vu ça. Entretien avec un vampire et Louis est noir et queer. Mon Dieu. Vous savez que j'ai le livre Entretien avec un vampire actuellement posé sur ma table de chevet. Ah, pourquoi ils ont fait ça? C'est sur Paramount. Voilà, c'est ça. Bon. Et puis il dirige un bordel. Enfin bon, écoutez, on va regarder l'article que j'ai trouvé. Ça c'est Claudia. Ah, le wokisme, hein, on aime. Donc, Entretien avec un vampire hein, sur Paramount+, hein, une adaptation qui apporte du sang neuf. LOL. Après avoir été incarné par Tom Cruise au cinéma, hein, le vampire Lestat revient en série hein, sans révolutionner l'histoire. Le scénariste, si quand même, le scénariste Rowling Jones la renouvelle, hein, notamment en rendant explicite le sous-texte homotextuel, évidemment. Par contre, on va pas regarder cet article parce que, ouais, il est pas... On va plus aller là. Donc évidemment, ils n'ont pris que le côté homotextuel de l'histoire, sachant que bon... Alors ils disent qu'ils se basent sur le livre, même pas sur le bouquin, sur le livre, et bon, dans le... non, pardon, même pas sur le livre, mais sur le film. Dans le film, alors, le côté homotextuel, moyen, hein, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il est plus amoureux... Enfin, il y a bien plus de fusion entre Louis et Claudia qu'avec les autres vampires. Mais bon. Entretien avec un vampire, la série supporte-t-elle la comparaison avec le film joué par Tom Cruise et Brad Pitt? Non. Voilà, non, je suis catégorique, non. La nouvelle adaptation du roman d'Anne Rice hein, n'a rien à envier au film de 94. Ça demande débat. La série explore avec pertinence et modernité la condition maudite du vampire. Non, je refuse. Donc, dans le rôle de Louis de Pointe du Lac, nous avons Jacob Anderson et les stats de Lyoncourt apparaît lui sous les traits de Sam Reed. Donc ici. On le croit définitivement enterré, mais il revient toujours d'entre les morts. Hein, le vampire, hein, ses dents pointues, son goût du sang et sa subversivité trouvent perpétuellement un moyen d'envahir le grand comme le petit écran. Alors, sans mentir, quand on a entendu parler d'une nouvelle adaptation d'Entretien avec un vampire, on a poussé un léger soupir. Hein. Le roman gothique d'Anne Rice avait connu une première adaptation au cinéma par Neil Jordan en 94 et on s'arrête là. On ne touche plus, tout était parfait. On ne touche plus. Les deux sex symboles d'alors, hein, Brad Pitt et Tom Cruise, hein, lui donnaient ce parfum de soufre et ce charme désuet toujours intact. Ah oui, mais ça on a beau le regarder, enfin peu importe à quelle période on regarde ce film, il n'a pas vieilli hein, d'un sou, vraiment, il est toujours aussi parfait. Et j'adore ce film, hein, comme vous l'aurez pas remarqué, j'adore Entretien avec un vampire. Fallait-il donc encore hein, réadapter cette histoire? Non, c'est à cet égard que l'on s'avance. Et surtout qu'ils sont parfaits. La Brad Pitt et Tom Cruise sont parfaits dans leur rôle. Faut pas toucher. C'est à cet égard que l'on s'avançait prudemment hein, vers cette nouvelle itération. Une série en 7 épisodes hein, diffusée en octobre 2022 aux États-Unis et disponible vendredi 10 mai, hein, donc là, sur Paramount+. Mais où sont les vampires? Bien mal nous a pris de douter. Entretien avec un vampire, hein, version série 2024, hein, vaut largement le coup d'œil. Excite pour ces 7 épisodes hein, les héros de Top Gun et de Fight Club. On retrouve dans le rôle de Louis de Pointe du Lac, Jacob Anderson, hein, qui a joué donc dans Game of Thrones, Broadchurch. Son alter ego, les stats de Lyoncourt, apparaît lui sous les traits de Sam Reed, hein, Profession Reporter Anonymous. Ok. La série prend ici place en 1910, hein, toujours à la Nouvelle-Orléans. Hein, Louis de Pointe du Lac est un jeune gérant de bordel. Pourquoi ils ont fait ça, Louis? Aux prises avec les affres de son business, il doit également faire face à la désapprobation de sa famille, hein, dont son pieux frère, hein, avec lequel il conserve une sincère complicité. Bon, ça au moins, oui, ça colle avec... ça, dans le bouquin, il n'y a pas... dans le bouquin, à chaque fois je confonds, dans le film il n'y a pas cette histoire entre Louis et son frère. D'ailleurs dans le film Louis, je crois que on comprend même pas qu'il a un frère.
Voilà, hein, on dit que c'est sa femme qui est morte et que c'est pour ça qu'il était complètement... Enfin, qu'il avait envie de passer l'arme à gauche et tout. Non, dans le livre, hein, c'est parce que c'est son frère hein, qui est décédé alors qu'il était vraiment très 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 proche de lui. C'est dans cette atmosphère, donc son frère qui était très croyant, et c'est pour ça qu'il en est mort, hein, parce qu'il était complètement taré. Bon, c'est dans cette atmosphère hein, teintée d'un ressentiment enfoui hein, que surgit la tentation vampiresque. Reprenant le schéma du film, hein, la série, bah non du coup, mais bon, la série est un récit à la première personne de Louis qui narre en voix off au journaliste Daniel Molloy. Éric Bogosian, hein, c'est quelques 145 ans d'existence. Une vie qui commence là où Lestat fait lui-même irruption. Une série qui assume son propos. On est agréablement surpris de voir la série faire dès le départ un pas de côté. Non, non, laissez-nous tranquilles avec vos conneries de woke. Non, on veut pas ça, on veut pas ça. Délaissant au premier épisode hein, le folklore vampirique, bah du coup quel est l'intérêt? C'est d'abord une étude hein, des relations humaines auxquelles se consacre Entretien avec un vampire. Cette lente narration laisse le temps d'étoffer la personnalité de Louis. Que les plus impatients se rassurent, le vampire n'est jamais loin, pas encore heureux. Il n'est jamais mis au second plan, mais il est surtout là pour servir une réflexion plus moderne sur sa condition, dont la série... J'ai même pas envie de lire. J'aime pas ça. Quand, vous savez, quand on sort comme ça un film sur les vampires ou une série sur les vampires et qu'on dit oui, vision moderne, non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le folklore du vampire, on veut que ça se passe au 19e siècle ou avant. Enfin, on veut toute l'image qu'on a du vampire comme ça dans ses vêtements à dentelle et froufrou et ces trucs-là. Les trucs modernes, là, c'est pas attirant. Personnellement, c'est ce que je pense. Après, voilà, moi, ça m'attire pas, j'aime pas du tout ça. Là où le film de Neil Jordan hein, ne faisait que suggérer, certes à gros traits, la relation homotextuelle de Louis et Lestat, la série l'embrasse pleinement. Elle assume ainsi un aspect queer, terme parapluie qui regroupe plusieurs identités textuelles hein, et de genre au sein de la communauté LGBTQ+. Elle revendique l'expression d'une textualité et d'un amour libre, hein, hors pour l'époque des conventions. De ce fait, elle en fait également un miroir de la condition du vampire. Ouais, en fait, ils ont fait ça, ils se sont dit, oh, allez, tiens, dans le bouquin et puis dans le film, il y avait à peu près ça, du coup, hop, on va en faire un truc, mais complètement homotextuel, et ça va passer. Avec un noir, faut qu'il soit noir, parce que, voilà, pour encore plus dénoncer sa condition, parce que, ouais, c'est un noir homotextuel et tout, ça passe pas du tout, il va se faire maltraiter, et ça va être génial. Louis est homotextuel, okay. Et de surcroît, il est noir, bah oui, voilà, je suis, en fait, c'est ça, toute l'histoire repose que là-dessus, sur un noir homotextuel, encore et toujours, ils refont que les mêmes choses. Et parce que autre chose, bah non, il pouvait pas être indien, hein, ou japonais. Pourquoi il serait pas japonais? Non, faut absolument qu'il soit noir. Il est à l'intersection des luttes, évidemment. Dans la Nouvelle-Orléans de 1910, hein, sa situation revient peu ou prou à être un étranger, hein, à n'être jamais l'un des leurs, hein, n'être nulle part chez lui, pour boudiou. Exactement le questionnement existentiel de tout vampire, hein, par nature immortelle, il vit parmi des hommes qu'il est condamné à voir disparaître. Il n'est jamais un homme de son temps, puisqu'il est de tous les temps. De par sa condition physique, hein, le goût du sang humain, la crainte de la lumière, il doit vivre reclus et devenir un objet de fascination, voire de peur et de rejet. Sam Reed a les stats brillants. À cet égard, Louis, méprisé pour ce qu'il est, hein, bien qu'accepté par la communauté pour son statut social, il est toujours qualifié de nègre. Est-ce que je peux dire le mot? Ne peut voir dans la vie du vampire qu'une réminiscence de la sienne. Une vie de faux semblants, de dissimulation, où les atouts de sa famille aisée ne peuvent faire totalement oublier le rejet de la société. L'intelligence du show, bah, là pour l'instant on suit le bouquin. L'intelligence du showrunner Rowling Jones hein, est de mettre en exergue, sans jamais l'appuyer, ce parallèle. De l'autre côté, Lestat est sans doute le personnage le plus passionnant du récit. Ah mais Lestat est absolument génial. Si Jacob Anderson ne démérite pas face à la mélancolie autodestructrice de Brad Pitt, on affirmera sans sourciller que Sam Reed a totalement de quoi faire oublier Tom Cruise. Ah non, dites pas ça, ça me brise le cœur. L'acteur apporte des nuances de jeu prodigieuses, tantôt troubles, sirupeux, flamboyants, tantôt cruels, violents, manipulateurs. C'est un Don Juan qui représente pour Louis la tentation de l'interdit. Mais c'est aussi une ombre écrasante, un mal toxique que Louis
Oni autant qu'il l'aime. Leur relation gagne en crédibilité à mesure qu'un trouble malsain s'installe. Les stats cachent-ils quelque chose? Le tournant Claudia. Voilà, c'est Claudia l'amour de Louis, c'est pas les stats. Les 7 épisodes gagnent énormément à laisser la relation des deux personnages se construire dans la durée. Derrière la caméra, des pointures comme Alan Taylor, Oz, Lost, Game of Thrones, retranscrivent parfaitement cette plénitude par une mise en scène sobre et efficace. Elle sublime sans forcer le travail des décorateurs et costumiers qui retranscrivent la Nouvelle-Orléans du XXe siècle comme notre présent avec la même crédibilité. Sur le plan narratif, il y aura bien un peu de gras ici et là, mais ne boudons pas notre plaisir tant les incursions comiques comme dramatiques du couple fonctionnent à merveille sans rendre l'ensemble programmatique. L'arrivée de Claudia, donc Bailey Bass, la jeune adolescente que l'un d'eux va transformer en vampire, normalement Louis du coup, instaure un nouveau rapport, enfin, non c'est lui qui la tue et puis c'est les stats qui la ramènent, mais instaure un nouveau rapport de force, un regain d'énergie dont la série ne saurait se priver. De là, la série délaisse l'étude de meurtre pour un authentique thriller jusqu'à l'épisode final où la résolution du puzzle galvanise la série. Même si le dénouement est attendu, le chemin emprunté sera largement captivé. Vérité et faux semblant. Enfin, dans tout ce beau monde subsiste Daniel Molloy, à l'époque mis dans la peau d'un tout jeune Christian Slater. Il est ici un journaliste plus mûr. Oui, du coup, c'est celui qui joue le père dans comment s'appelle Mr. Robot. Donc, il est ici un journaliste plus mûr, subtilement incarné par Eric Bogosian, aperçu dans New York Unité Spéciale. En effet, la série prend place plusieurs décennies après la première rencontre avec Louis. Ce dernier veut de nouveau raconter son histoire, jugeant leur premier échange en 73 inconsistant. Ah d'accord. Si nous étions taquins, nous y verrions là un tacle dissimulé au film sorti 30 ans plus tôt. Ah bah génial, merci. Ouais, l'ancien film, il est pas bien parce qu'il n'y a pas en fait cette notion de queer, d'homosexualité et de noir. Molloy, vieux journaliste désabusé et dépassé par la modernité, se laisse engager, non sans répliquer, dans ce jeu de dupes. Les multiples allers-retours entre les deux couches de fiction ne disent qu'une chose, la vérité cache toujours une part de dissimulation. Circonspect au départ, on ressort finalement vivifié du visionnage. Ah bon? Charmé par ce mythe vampirique, sorti de son formol moderne à tous les égards. Ah, j'aime pas vampire et le mot moderne comme ça dans la même phrase, j'aime vraiment pas. Sans trop en dire, les adeptes du film devraient à l'épilogue retrouver leur marque. Mais la série laisse des non-dits et promet une saison 2 qui arrivera dès ce dimanche 12 mai aux États-Unis. Et en France, bientôt, nous est-il promis. La série est supposée être la première pièce du Immortal Universe inspirée des œuvres d'Anne Rice. Une chose est sûre, pour Entretien avec un vampire, on sera au rendez-vous. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous allez le regarder? Non, pourquoi ils ont fait ça? Non, vraiment, j'aime pas. J'aime pas. Je sais pas pourquoi ils continuent de faire ça. À chaque fois, je le dis. Pourquoi vous wokisez les meilleures œuvres? Pourquoi vous les appropriez pour tout modifier comme ça en mode oui, ce sera mieux comme ça? Non, non, c'était parfait avant. Touchez pas. Surtout pour faire ça. Quel est l'intérêt? Pourquoi mettre des noirs sur les entre guillemets meilleurs persos? Enfin bon, meilleurs persos c'est comme les stats. Mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? Ouais, c'est des noirs, donc voilà, c'est bon, c'est bien, on est content parce qu'on a mis des noirs. On a fait le quota. Et puis en plus, c'est un noir homotextuel, alors voilà, c'est encore mieux, le quota y est, quoi. Non, ça n'apporte rien de faire ça. Au contraire, ça donne... ça dégoûte, en fait. Ça dégoûte de l'œuvre. Là maintenant, c'est comme avec les anneaux de pouvoir, tout ça, c'est un chef-d'œuvre, le Seigneur des Anneaux, et après on nous fait ça à la sauce woke et ça gâche tout, ça gâche de manière, indirecte le Seigneur des Anneaux, parce que forcément on va faire le lien dans nos têtes, et là c'est pareil. Maintenant ils sortent ça, pourquoi vouloir absolument refaire toutes les bonnes œuvres à la sauce woke? Ça, c'est vraiment un truc je supporte pas. Il faudrait arrêter de faire ça. Vraiment, arrêter de faire ce genre de choses. Ça n'apporte rien et ben ouais, ça gâche l'œuvre originelle, disons.
je trouve. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous allez le regarder? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, hein, je suis curieuse de savoir. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!